Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver tous les jours. Vous savez que pendant 2 heures dans Parlons Vrai chez Bourdin, nous essayons de comprendre le monde, d'apprendre aussi parce que nous avons besoin de savoir, toujours besoin de savoir. Explication aussi, évidemment, nous ne sommes pas dans le conflit, mais dans un vrai débat où chacun peut s'exprimer, toutes les opinions s'expriment, quelles qu'elles soient. Nous allons parler évidemment de la journée clé pour la réforme des retraites. J'attends vos témoignages 0826 300 300 sur tous les sujets. La journée clé pour la réforme des retraites. Pourquoi une journée clé? Parce que tout le monde attend la décision du Conseil constitutionnel. Validation totale de la réforme, censure partielle, censure totale, validation ou pas du référendum d'initiative partagée. Tout savoir, tout comprendre. Débat entre 11h et midi avec plusieurs intervenants qui ont des opinions très différentes. Les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel. La décision du Conseil s'impose-t-elle? Eh bien, nous allons parler de tout cela tout à l'heure avec la suite de cette réforme. Nous allons parler de tout cela tout à l'heure entre 11h et midi. La sécheresse, distribution d'eau en bouteilles dans 4 communes des Pyrénées-Orientales. On en est là, on distribue de l'eau en bouteilles dans les corbières. Chaque goutte compte, la situation est grave. Un pack d'eau par personne et par semaine est distribué aux habitants. Nous allons aller dans les corbières. La sonde européenne JUICE doit être lancée de Kourou à 14h15. Elle part explorer Jupiter et ses lunes à la recherche de formes de vie extraterrestres. 8 ans de voyage, 620 millions de kilomètres parcourus, de rebond en rebond, de planète en planète, avant de prendre un dernier élan pour atteindre le mastodonte du système solaire, Jupiter. C'est passionnant. Découverte dans un instant. Et puis à 12h05, je recevrai Nicolas Bavrez, historien, économiste, qui publie Démocratie contre de régime autoritaire. La liberté est un combat. Édition de l'Observatoire. Un nouvel ordre mondial s'installe. Le désordre agite le monde. Les régimes autoritaires profitent des faiblesses des démocraties. Ce livre est un passionnant regard sur notre monde, le monde qui nous entoure. Merci d'être avec nous ce matin. Comme tous les matins, 0826 300 300. C'est un vrai plaisir de vous savoir là et de savoir que vous écoutez de plus en plus nombreux et de savoir que vous intervenez toujours aussi nombreux. Dans quel monde vit-on ? Tous les jours, Félix Mathieu regarde ce qui se passe dans le monde. Partons pour les États-Unis et parlons du droit à l'avortement. Pourquoi ? Eh bien parce que plusieurs nouvelles restrictions sont entrées en vigueur aux États-Unis, Félix. Oui, les commentateurs aux États-Unis parlent de jeudi noir. La loi adoptée par le Parlement de Floride et signée hier par le gouverneur Ron DeSantis interdit les avortements au-delà de 6 semaines de grossesse. La Maison-Blanche l'a fustigée comme étant extrême et dangereuse, cette décision. Quelques heures plus tôt, une cour d'appel fédérale, celle de la Nouvelle-Orléans, a déjà fortement restreint les conditions d'accès aux IVG médicamenteuses. La mifepristone, 3 juges basés dans le sud conservateur en ont limité l'utilisation de cette pilule abortive aux 7 premières semaines de grossesse, contre 10 auparavant. Pour info, en France, c'est jusqu'à 9 semaines. Ces juges ont aussi interdit l'envoi de ce médicament par la poste, avec des conséquences potentiellement immenses sur l'accès à l'avortement aux États-Unis. La mifepristone est utilisée pour plus de la moitié des avortements là-bas. À l'origine de cette saga judiciaire, la décision la semaine dernière d'un juge fédéral de la Cour suprême, connu pour ses vues ultra-conservatrices. Il avait retiré l'autorisation de mise sur le marché de la pilule. En dépit du consensus scientifique, ce juge nommé par Donald Trump estimait que la pilule présentait des risques pour la santé des femmes. Il avait donc suspendu son autorisation pour l'ensemble du territoire américain. Le gouvernement fédéral avait fait des recours, mais la Cour d'appel fédérale de la Nouvelle-Orléans a remis cette pilule qu'en échange de ces restrictions drastiques sur le nombre de semaines et les envois par la poste. Des nouvelles restrictions contre lesquelles le gouvernement fédéral saisit donc de nouveau la Cour suprême, cette même Cour suprême plutôt conservatrice qui a ouvert la voie pourtant à toutes ces restrictions. Il est 10h35, merci d'être avec nous. Partons
partons pour Jupiter avec la sonde JUICE, sonde européenne qui devrait décoller. La fusée qui transporte cette sonde devrait décoller de Kourou en Guyane à 14h15, heure métropole, notre heure à nous, 14h15, si le temps le permet. Jean-Luc Dauvergne est avec nous, chef de rubrique à la revue Ciel et Espace, édité par l'Association française d'astronomie. Jean-Luc Dauvergne, bonjour. Bonjour. Alors, ce décollage a été reporté, il devait avoir lieu hier. Il y avait des risques de foudre. Espérons que la météo sera de la partie. C'est le dernier suspense. Oui, c'est ça. Hier, tous les voyants étaient au vert, y compris les vents d'altitude qui sont quand même embêtants pour les lancements de fusées. Ils sont très attentifs à ça, mais là, les vents d'altitude sont très bas. Et de nouveau, aujourd'hui, il y a encore des risques de foudre, mais voilà, après, ils avisent au dernier moment. Hier, on a eu une annulation qui est survenue très peu de temps avant le décompte final, quoi. Oui. Quel voyage, quelle aventure que celle de cette sonde JUICE. C'est une sonde européenne, je le rappelle, européenne. La mission est une mission extrêmement chère, coûteuse, 1,6 milliard d'euros. Mission phare de l'Agence spatiale européenne. Oui, pour l'Agence spatiale européenne, c'est une très grosse mission. Après, c'est à relativiser. Pour ce genre de mission vers l'extérieur du système solaire, c'est toujours les ordres de grandeur de budget. Et les Américains, de leur côté, vont envoyer une sonde vers le satellite de Jupiter Europe. Et là, eux, ils sont sur un budget de 5 milliards de dollars. Donc, on est malgré tout sur quelque chose de relativement économique. Le spatial coûte cher et c'est pas nouveau. Alors, c'est une sonde de 6 tonnes. Elle va voyager 8 ans. Elle sera séparée de la fusée qui va la mettre en orbite après 27 minutes de vol. 8 ans de voyage. La sonde JUICE part explorer Jupiter et ses lunes à la recherche de formes de vie extraterrestres. 8 ans de voyage, 620 millions de kilomètres de rebond en rebond, de planète en planète avant de prendre un dernier élan vers Jupiter. C'est ça, et du coup, vu que le voyage se fait pas en ligne droite, en tout, le voyage lui-même, le trajet de la sonde, ça va être de 2 milliards de kilomètres pour franchir ces 600 millions de kilomètres. Donc elle fait un chemin beaucoup plus long pour utiliser les planètes comme des frondes, en fait. C'est des effets de fronde gravitationnelle qu'on va rechercher. Donc la trajectoire est pas du tout intuitive. Elle va aller vers la planète Vénus qui est à l'intérieur du système solaire. Elle va revenir vers la Terre. Bref, c'est du billard à plusieurs bandes, c'est assez compliqué, mais c'est ce qu'il faut faire pour économiser de l'énergie et essayer d'avoir le maximum de charge utile scientifique. C'est incroyable, 2 milliards de kilomètres, 8 ans de voyage. 8 ans de voyage, voyage permis en grande partie grâce à ces panneaux solaires. Oui, c'est ça, l'alimentation. Alors c'est faible, l'alimentation de la sonde pour les instruments, c'est à peu près l'équivalent d'un grille-pain pour alimenter toute la sonde. Donc tout est conçu avec une économie d'énergie. On va s'éloigner quand même notablement du Soleil à la distance de Jupiter, donc le rayonnement du Soleil est moindre. Et malgré la taille des panneaux solaires, l'énergie à l'arrivée est très faible, donc tout est étudié en conséquence. La sonde sera placée en orbite autour d'un satellite naturel de Jupiter, Ganymède. Oui, c'est ça qui est vraiment très original dans cette mission. En fait, Jupiter, c'est une planète qu'on commence à connaître. Il y a 7 sondes qui sont allées la voir, dont 2 qui se sont mis en orbite avec Galileo et Juno. Juno est encore en mission d'ailleurs autour de Jupiter. Et en fait, on a Ganymède autour de Jupiter qui est le plus gros satellite du système solaire avec un peu plus de 5000 km. Et en fait, c'est plus gros que la planète Mercure, par exemple. Donc, c'est vraiment un objet à part entière en termes d'intérêt, avec probablement un océan sous la surface. Et l'une des questions actuelles, c'est de savoir si c'est un milieu habitable ou pas. Voilà, que va chercher JUICE ? Des formes de vie extraterrestres ?
Alors on verra si la sonde est là. L'idée c'est de bien caractériser le satellite, savoir. On sait qu'il y a un océan sous la surface, mais savoir quelle est la salinité de cet océan, quelle est sa profondeur, quelle est la quantité d'eau, etc. Et on verra si tous ces éléments permettent d'apporter des éléments en faveur de l'apparition de la vie ou pas. Ça, ce sera peut-être une question dont la réponse viendra plus tard. Mais en tout cas, en fait, on cherche aujourd'hui de la vie ailleurs dans l'univers. Évidemment, on a trouvé 5000 planètes en dehors du système solaire. Et la question de savoir ce qu'est une zone habitable, c'est une grande question. De base, on va chercher des planètes un peu comme la Terre, mais de plus en plus, on se rend compte qu'il faut faire preuve d'un peu plus d'imagination, notamment sur Terre. On va trouver de la vie dans certains milieux à plus de 100 degrés, dans des milieux acides, etc. Et on voit que tout ça, c'est peut-être plus compliqué que ce qu'on imagine au départ, de chercher une petite planète bleue à la bonne distance, etc. Et donc, dans notre système solaire, on peut aller chercher ce genre de réponse autour de Jupiter avec ses satellites, ou sur Mars, où la vie est peut-être apparue dans le passé avec des conditions un peu différentes des nôtres. Oui, c'est passionnant. C'est passionnant, Jean-Luc d'Auvergne. Jupiter qui compte combien de satellites ? 80, 90 satellites, je crois. Ouais, j'ai même plus le nombre exact parce que les plus petits ont été découverts il n'y a pas si longtemps. Ils sont vraiment très très petits. Mais après, ce qui est important, c'est qu'on a 4 lunes qu'on dit galiléennes. C'est 4 gros satellites qui ont des tailles comparables à la Lune et un peu plus gros que la Lune, même avec Io, Europe, Ganymède, Callisto. Et ça, c'est vraiment des petites planètes. Chacune est très différente avec des caractéristiques très différentes. Et il y en a 3 qui ont, au moins 2 qui ont des océans sous la surface. Europe et Ganymède. Et Callisto a peut-être aussi un océan sous la surface. Donc ça, c'est vraiment des objets qui font preuve d'une attention très particulière pour la recherche scientifique. Oui, c'est une exploration. Jupiter qui est le mastodonte du système solaire. Oui, c'est ça. En fait, quand on prend c'est la planète la plus grosse. Oui, de loin, en fait, ça fait 11 fois la taille de la Terre. Et puis 11 fois la Terre. Ah oui. Ouais, et quand on met le système solaire sur une balance, on voit qu'il y a 99% de la masse qui est dans le Soleil, et puis le 1% restant, c'est quasiment Jupiter, quoi. Après, nous, on est les autres planètes, on est des décimales sur la masse totale du système solaire. Donc oui, c'est un mastodonte, c'est vraiment une planète géante de 142 1000 km de diamètre, il me semble. 142 000 km de diamètre. Ouais. Oui. Et en fait, c'est un peu Jupiter, c'est un peu un objet qui est entre une planète et une étoile d'une certaine façon. Enfin, c'est pas une étoile, mais une planète comme la Terre, c'est quelque chose avec un sol rocheux et tout. Jupiter, c'est une grosse boule de gaz. Et en fait, si cette planète avait été capable de ramasser plus de gaz, au bout d'un moment, on a tellement de gaz que la pression interne est telle qu'on peut avoir des réactions nucléaires qui s'amorcent. Alors, il en manque beaucoup pour Jupiter avant d'arriver à ça, mais en tout cas, si elle avait ramassé plus de gaz, ça tend vers ça. Et puis, on a une catégorie d'objets entre les planètes et les étoiles qu'on appelle les naines brunes, qui sont des grosses Jupiter. Mais il faut, je crois, 10 fois plus de masse que sur Jupiter, donc il en manque pas mal. Oui, JUICE est lancé par Ariane 5. C'est l'un des derniers tirs d'Ariane 5, je crois. Là, c'est la fin. C'est la fin. C'est l'avant-dernier lancement pour Ariane 5. Et après, on va passer à Ariane 6 avec un petit trou de quelques mois, le temps de mettre en place Ariane 6. Et puis, c'est le dernier lancement civil, en fait. Le dernier tir qui aura lieu au mois de juin, il me semble, en principe, sera un tir militaire. Oui, c'est un enjeu considérable pour l'Agence spatiale européenne, qui est concurrencée. Oui, alors au niveau des lanceurs, là c'est un peu, c'est un peu la guerre avec SpaceX, etc. Oui, et puis il y a plein de paradigmes qui bougent. SpaceX a des lanceurs réutilisables, etc. C'est un marché qui bouge beaucoup, et Ariane Espace fait beaucoup de remises en question, essaye des impressions 3D, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais bon, a priori, Ariane 6 se présente comme un bon lanceur. Après, il ne faut pas négliger que les fusées Ariane sont vraiment connues pour leur précision. Il y a encore quelques semaines, je croisais un chercheur américain qui me disait, mais avec le lancement du télescope spatial James Webb, les Américains ils étaient hallucinés en fait de la précision avec laquelle ça a été lancé.
ce qui permet d'économiser beaucoup de carburant pour le télescope et de prolonger sa durée de vie nominale. Donc la réutilisation d'un lanceur, etc., ça fait pas tout. Ariane est vraiment connu pour cette grande précision. Bien. Merci beaucoup, Jean-Luc Dauvergne. C'est une aventure européenne. C'est Airbus qui, je crois, est à l'origine de la sonde, c'est cela ? Oui, en grande partie. En grande partie. Ce genre de projet, il y a beaucoup de participants. Il y a évidemment. Il y a même un peu de la NASA. Il y a 2000 personnes qui ont travaillé dessus. Enfin, c'est vraiment des. Oui. Enfin, bon, le budget parle de lui-même. Quand on dépense plus d'1 milliard d'euros, c'est que on a fait travailler beaucoup d'acteurs différents. Évidemment. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc Dauvergne. C'est absolument passionnant cette aventure, ces aventures spatiales. 10h46. Si ça vous inspire une réflexion ou un témoignage, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. On parle beaucoup de sécheresse, distribution d'eau en bouteilles dans 4 communes des Pyrénées-Orientales, dans les Corbières. En Provence, on s'inquiète de la sécheresse aussi dans de très nombreuses communes. Il est 10h46. Vous savez que tout à l'heure, entre 11h et midi, nous allons débattre autour de la réforme des retraites et surtout de la décision attendue du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il y aura validation totale de la réforme, censure partielle, une censure totale? Est-ce qu'il y aura validation ou pas du référendum d'initiative partagée? Débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio. Il est 10h46. Merci vraiment d'être avec nous et j'attends vos témoignages. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. L'eau, source, si je puis dire, source de colère, source de contestation et source de manifestation actuellement à Perpignan. Les jeunes agriculteurs sont en manif, mauvaise gestion de l'eau, les agriculteurs sont asphyxiés, on va perdre nos vergers, c'est ce qu'on peut lire sur les pancartes brandies actuellement dans les rues de Perpignan. L'eau, situation exceptionnelle dans 4 villages des Pyrénées-Orientales pour cause de sécheresse. Des ravitaillements d'eau en bouteille car les habitants sont privés d'eau potable. Félix Mathieu. Oui, le forage de ces villages a atteint un niveau trop bas à cause de la sécheresse. Les communes de Boulternaire, Corbert-les-Cabanes et Saint-Michel-de-Lot organisent donc des distributions d'eau en bouteille auprès de leurs 3000 habitants. Situé à Boulternaire, le forage qui alimente ces villages est au niveau le plus bas, à seulement 30 cm au-dessus de la pompe. Conséquence, interdiction d'utiliser l'eau du robinet. Avant d'arriver au stade où on n'a plus d'eau du tout, on a préféré faire un branchement sur un forage agricole. Mais cette eau n'est pour l'instant pas buvable, explique le président du syndicat intercommunal d'eau potable. Les communes disposent de suffisamment de bouteilles pour alimenter les habitants pendant 10 jours, mais elles se préparent déjà à effectuer de nouvelles commandes. Situation sans précédent selon ce syndicat d'eau potable qui compte sur la mise en service d'un nouveau forage fin juin pour éviter cette situation à l'avenir. Eh bien, nous partons pour l'une de ces communes, Corbert-les-Cabanes, rejoindre une habitante de la ville, de la ville du village, Élise Guillot, bonjour. Bonjour. Bonjour Élise, vous êtes... merci d'être avec nous. Rien, il n'y a pas de problème. Bon, ok, vous êtes toiletteuse pour chiens. Voilà, exactement. Une histoire de chien. C'est ça. C'est si l'on veut faire toiletter son chien, on va chez vous. Une histoire de chien. Exactement. À Corbert-les-Cabanes. Combien d'habitants à Corbert? Oh, alors là, vous me posez une colle, je ne sais plus exactement. Bon. Corbert-les-Cabanes. Et Corbert-les-Cabanes, vous n'avez plus d'eau? On a de l'eau, ils nous ont branché sur le nouveau forage aujourd'hui, donc on a de l'eau, mais qui n'est pas potable. Voilà, vous avez de l'eau, mais qui n'est pas potable. Vous n'avez plus d'eau potable au robinet. Exactement. C'est fini. Donc comment faire? Eh bien, il faut absolument aller chercher des bouteilles d'eau. Et il y a distribution. Vous êtes déjà ravitaillé, si je puis dire? La distribution s'effectue cet après-midi de 14h à 19h30 et demain matin. Donc chacun va aller au centre de distribution? Oui, exactement. Vous allez y aller, j'imagine? Oui, oui, parce qu'une famille de 5, plus 3 chiens, plus voilà, donc l'eau va partir très vite. Bon, on fait nos provisions de notre côté aussi en achetant des bidons d'eau, mais c'est un petit peu dramatique, quoi. 5 personnes plus 3 chiens, il en faut de l'eau. Voilà. On va vous distribuer quoi, Élise? Alors, un pack d'eau par personne par semaine.
Un pack d'eau par personne donc 5 packs d'eau. Et les chiens? Les chiens ne sont pas comptés dedans, donc... Et oui, parce que les chiens ne peuvent pas boire d'eau potable non plus. Voilà, exactement. Ils sont obligés de boire de l'eau consommable. Ils ne peuvent pas boire de l'eau potable. Ils ne peuvent pas boire de l'eau qui n'est pas potable, plutôt. C'est ce que je voulais dire, Élise. Ce que je voulais dire. Vous êtes surpris, vous êtes consciente de la... Oui, j'imagine. Vous saviez que ça risquait d'arriver? Je me doutais que ça allait arriver, mais pas ces conséquences-là, parce qu'après avoir vécu le Covid, la crise économique, maintenant, si on peut plus travailler parce qu'on n'a plus d'eau potable, on arrive dans une situation qui est dramatique, et on veut bien faire tous les efforts du monde, ne pas arroser, ne pas gaspiller l'eau. On fait très attention à la maison de recycler toute l'eau un maximum, mais il faut que tout le monde joue le jeu aussi, quoi. Oui, c'est-à-dire, il y a encore des piscines à Corbert? Il y a des petites piscines. Oui, bien sûr, il y a toujours des piscines. Oui, parce qu'il est interdit de les remplir, il est interdit d'arroser, de laver les voitures, enfin bon. Voilà, vous arrosez, vous avez un petit jardin? Ah non, oui, on avait un potager, mais on a planté ce qu'on avait acheté, mais on n'arrose pas, non. L'eau est trop précieuse au niveau du travail, au niveau de tout ce qui peut, tout ce que ça peut engendrer, que non, il est hors de question que ici on gaspille l'eau pour. J'imagine. Voilà, donc les piscines sont fermées, le spa est fermé, tout est fermé, mais voilà, c'est pas grave. S'il faut passer par là, on passera par là. Oui. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse, en tant qu'entreprise, continuer à travailler dignement et correctement, parce que évidemment, vous avez besoin d'eau en plus dans votre boulot. Exactement. Donc je fais du stock de bidons au cas où on aurait carrément plus d'eau du tout. Bien sûr. Élise, il a plu ces derniers temps ou pas? Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu? Pas une goutte d'eau depuis la fameuse procession de Saint-Godéric. Nous n'avons pas eu d'eau, non. Merci Élise, merci beaucoup. Voilà. Et merci d'avoir été avec nous, je vous remercie. Une histoire de chien, Corbert-les-Cabanes. Allez, il est 10h56 et on va beaucoup parler de la sécheresse, vous allez voir, dans les semaines qui viennent. Je regardais un rapport d'Espagne. En Espagne, c'est catastrophique. Il n'est pas... Sur les 3/4 de l'Espagne, n'est pas tombé une goutte d'eau depuis début mars. Nous sommes aujourd'hui le 14 avril. Il est 10h56. Vous êtes sur Sud Radio. Journée clé pour la réforme des retraites avec la décision du Conseil constitutionnel et débat sur Sud Radio entre 11h et 12h avec des avis bien divergents, la contradiction toujours, les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel. Vous êtes avec nous, vous allez intervenir, allez-y, n'hésitez pas, 0826, qu'attendez-vous du Conseil? Est-ce qu'il faut changer la composition du Conseil constitutionnel? Vous savez que les membres du Conseil sont désignés, sont nommés. Est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas moi, voter pour un conseil plus... Je ne sais pas. Alors, il est 10h57, vous avez votre avis, vous l'exprimez. 10h57, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, débat tous les jours sur Sud Radio entre 11h et midi. Vous savez, mon principe, on explique, on analyse et ensuite on commente. On explique, on analyse à partir de faits. Les faits, eh bien, c'est la décision, les décisions du Conseil constitutionnel. On les attend, on ne les a pas encore, mais on sait qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs décisions possibles. Nous allons débattre de cela, des conséquences des décisions. C'est une journée clé pour la réforme des retraites avec ces décisions du Conseil constitutionnel attendues en fin d'après-midi. Nous avons pour débattre sur le sujet Laure Lavalette, qui est députée RN du Var, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Eugénie Mériot, qui est maîtresse de conférences en droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour. Et puis Jean-Pierre Minière, qui est avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Bonjour. Bonjour monsieur Bourdin. Merci d'être là tous les trois pour réfléchir, pour expliquer, parce qu'on a besoin d'explications. Que vont faire les sages? D'abord, expliquons qu'ils sont 9.
Hein, 9 sages. 9 sages qui sont nommés. Ce qui déjà provoque débat. Avant même, aujourd'hui, tout à coup, on découvre le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel, mystère pour beaucoup de Français, énormément de Français qui ne savent pas vraiment à quoi sert le Conseil constitutionnel. Le 2 de la rue de Montpensier, dans le 1er arrondissement, c'est le siège du Conseil constitutionnel. C'est une maison un peu mystérieuse. 9 sages qui sont désignés. Rappelons par qui veut commencer? Un peu d'explication? Allez, notre Eugénie Mériot, qui est maîtresse de conférences en droit public. Alors, les 9 membres sont nommés par 3 autorités politiques, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, 3 chacun. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le président du Conseil constitutionnel, qui a un rôle prépondérant dans la procédure, est nommé directement par le président de la République, ce qui est différent des autres juridictions constitutionnelles de par le monde, où on peut avoir des nominations politiques, mais où généralement le président de l'institution est soit élu par ses pairs, soit désigné d'une autre manière. Alors, le président du Conseil constitutionnel, dites-vous, a un rôle prépondérant. Pourquoi? Parce qu'il désigne les rapporteurs sur les textes, et les rapporteurs vont être ceux qui vont préparer la décision du Conseil constitutionnel. D'accord. Donc il y a déjà débat. Il y a déjà... pas suspicion, j'aime pas trop ce mot, mais il y a déjà débat autour de cette nomination, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Mignard? Oui, c'est vrai. Nous pensons quand même que le Conseil constitutionnel a été introduit dans la Constitution par Michel Debré. Alors, c'est déjà un tour de force pour Michel Debré, qui était quand même un présidentialiste acharné, mais peut-être qu'il avait regardé du côté des États-Unis, qu'il avait pensé qu'il fallait un Conseil constitutionnel qui soit quand même une limite à l'excès dans la fabrication de loi. C'est la Cour suprême. Allez, à la on ne française. va pas pinailler, mais c'est ce qui se rapproche sans doute le plus. Donc on ne va pas rendre les choses difficiles. Et il est exact néanmoins que le président de la République a un pouvoir particulier, encore en plus, pour le président du Conseil constitutionnel. Donc c'est vraiment l'imagerie de la Ve République et du président de la République qui doit quand même tout contrôler, tout surveiller et puis éviter que tout sombre. C'est une conception ancienne. Ancienne. Pas très démocratique, pas moderne. Constitution 1958. Oui, et qui pose rien la question de l'honorabilité des membres du Conseil, ni même de leur honnêteté, c'est pas la question. Oui, on n'est pas là pour jeter... J'ai laissé ensuite la parole à Madame Lavalette, députée, puis c'est vous qui dirigez les débats, Monsieur Baudin. Oui, non, allez-y. C'est qu'il y a une théorie en droit, mais que vous connaissez l'une et l'autre, hein, c'est la théorie des apparences. Alors la théorie des apparences, qui est une théorie validée par les juridictions notamment européennes, c'est... les personnes peuvent être parfaitement honorables, elles peuvent être parfaitement probes, celles qui composent une juridiction, mais ça ne suffit pas. Il faut que les peuples, tout le monde, ait conscience de cela et soit convaincu de cela. Donc il ne suffit pas en effet d'être une personnalité probe, honnête, il faut qu'on soit convaincu de ça. Qu'est-ce qui peut convaincre de ça? C'est des procédures adaptées, je m'arrête. Bien. Laure Lavalette, ensuite, je vais vous donner la parole, Eugénie Mériot. Laure Lavalette. Moi, j'ai hésité à venir, déjà, quand j'ai vu le casting. Je me suis dit, pas sûr d'être au niveau de ces constitutionnalistes émérites. Moi, j'ai plutôt un retour terrain, et vous le disiez, c'est vrai que les gens ont découvert ce qu'était le Conseil constitutionnel. En circonscription, les gens, n'ont pas... Vous interrogent ou exactement, nous interrogent et feignent, j'allais dire, leur étonnement. Alors nous, on leur explique que c'est le dernier recours qui était en notre possession pour pouvoir lutter contre cette réforme des retraites. Donc on est, nous aussi, suspendus aux lèvres du Conseil constitutionnel. Voilà, moi, on sera très respectueux de toute façon de ces institutions. Mais tout le monde ne sera peut-être pas très respectueux des décisions prises. Hein, non, mais bien sûr. Enfin, je veux dire, on est des républicains dans le jeu républicain. Et évidemment que la décision du Conseil constitutionnel s'impose. C'est une juridiction auquel on ne peut pas faire appel. Donc, de toute façon, voilà, la décision. Alors qu'aux États-Unis, il y a des recours possibles. Attendez, est-ce que je peux revenir juste sur la genèse et sur l'idée de la Cour suprême? Justement, en 1958, le général de Gaulle disait la Cour suprême, c'est le peuple. Donc l'idée, c'était justement de ne pas avoir une juridiction qui soit Cour suprême à l'américaine. Au départ, c'était un organe qui avait vocation à être la police de la répartition des compétences entre le Parlement et le gouvernement, pour que le Parlement n'empiète pas sur le pouvoir réglementaire du
gouvernement. Et c'est en 1971 que la première révolution a eu lieu, lorsque le Conseil constitutionnel a censuré la loi à l'époque qui visait à faire un contrat, une autorisation pour les associations. Et là, à partir de ce moment-là, le Conseil constitutionnel s'est émancipé de son rôle original et il est devenu gardien des droits et libertés. Et ensuite, en 1974, c'est l'élargissement de la saisine. L'opposition peut saisir le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel devient le gardien d'une certaine forme de droit de l'opposition. Le gardien de la démocratie, je peux aller jusque-là. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel est devenu le gardien de la démocratie? Le gardien de la conformité des lois à la Constitution. Oui. Donc, d'une certaine manière, oui. Le gardien de la démocratie. Alors, des droits et libertés fondamentaux, à ne pas confondre avec la démocratie, des droits et libertés fondamentaux, encore plus avec la troisième révolution qui est celle de 2008, la QPC, question prioritaire de constitutionnel, tout justiciable peut saisir le Conseil, et à mon sens, ce qui va se passer aujourd'hui va déterminer si oui ou non nous sommes face à la 4e grande révolution du Conseil constitutionnel, où il devient véritablement une institution de type Cour suprême. Alors là, je trouve ça, qui fait de la politique. Je trouve très intéressant ce que vous dites, parce que au-delà de la décision sur l'objet même de la discussion, c'est-à-dire la réforme des retraites, constitutionnalité ou pas, conformité du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif qui contient la réforme des retraites. Au-delà de cela, effectivement, il y a une dimension. Là, tout à coup, cette décision prend une dimension plus importante encore. Plus importante. Puis aussi, la validité ou pas du référendum d'initiative populaire. Bien sûr. Ça aussi, c'est partagé. Pas populaire. D'initiative partagée. Quand je vous écoute, Génie, j'espère bien justement que le Conseil constitutionnel va statuer sur le fond. Et je pense que nous avions au Rassemblement national un recours suffisamment étoffé pour faire tomber ce texte. Certains de vos confrères, même du Monde, ont trouvé que nous avions notamment sur le 49.3 soulevé, j'allais dire, un lièvre et renvoyé le Conseil constitutionnel à une jurisprudence. Que les choses soient claires. Non, mais sur ce point-là, Jean-Jacques, nous sommes les seuls à avoir levé le fait qu'une jurisprudence en 1979 du Conseil constitutionnel avait dit qu'il fallait qu'il y ait d'abord un 49.3 sur la partie des recettes avant d'en avoir un sur le texte global, ce que n'a pas fait Elisabeth Borne puisqu'il y a eu un 49.3 sur l'ensemble du texte. Ça paraît sûrement compliqué pour les gens qui nous écoutent, mais au niveau jurisprudentiel, nous avons, c'est ce qui nourrit évidemment nos espoirs, en plus du fait que le véhicule législatif ne soit pas adapté, il n'y avait pas d'urgence, nous avons été, nous parlementaires, contraints à la fois dans la forme et dans le fond. Nous n'avions que très peu de temps, nous avions 9 jours et nous ne pouvions pas faire de propositions puisque nous ne pouvions pas créer de charges. Plus le fait que la NUPES est embolisée avec un nombre d'amendements phénoménal, même si le droit d'amendement, on le sait, est constitutionnel. Bon, on va pas reprendre en période. Non, mais c'est important que les Français sachent ce sur quoi nous avons. On leur a répété 25 000 fois. Je suis pas sûr, ça fait longtemps que je suis pas venu, Jean-Jacques. Non, ça fait longtemps. Vous en profitez un petit peu quand même. On va pas reprendre le débat à l'Assemblée nationale. Bon, les débats ont été écourtés. Il y a eu utilisation du 49.3, on est bien d'accord. Et une mauvaise utilisation. Alors, je voudrais quand même rappeler que le Conseil constitutionnel débat de la conformité ou pas du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif qui contient la réforme des retraites, c'est ça. Non, mais il débat pas sur le fait de savoir si on va travailler jusqu'à 64 ans, il débat sur le fait de savoir si ce projet c'est la conformité à la norme suprême. C'est bien ce que je dis, c'est la conformité du texte, du projet de loi, c'est cela. Bon, et puis sur la validité du référendum d'initiative partagé. Je raye populaire, parce que j'avais écrit populaire, merci. Donc partagé. Alors moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil constitutionnel est plus que jamais juge de paix. Plus que jamais là. Là, en l'occurrence, vous vous rendez compte des conséquences politiques que ça peut avoir, au-delà des conséquences législatives, constitutionnelles, les conséquences politiques. Oui, Jean-Pierre Mignard, allez-y. Quand vous dites juge de paix, c'est vrai, vous avancez beaucoup, parce que c'est pas sa fonction. Mais je sais. Mais vous avez raison, parce que j'interprète. Mais oui, mais l'importance de la décision prise dans les circonstances qu'on connaît font, alors je ne suis pas Mme Merkel, je vous dirais, mais font qu'il devient une sorte de juge de paix alors que ce n'était pas sa fonction première, sa définition première. Voilà. Donc là, on est dans un événement de type historique et politique qui est en train de sublimer ce que nous attendions de lui. Oui. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel ne juge pas, en général, avec des arguments conséquentialistes. C'est-à-dire que dans son raisonnement, n'apparaît jamais cet argument de l'effet politique ou de l'effet social de ces décisions. Ce qui peut être le cas dans d'autres juridictions. Oui, mais les membres, c'est pour ça que je vous conduisais sur ce terrain. Les membres du Conseil constitutionnel mesurent bien les conséquences politiques de leurs décisions. Alors, je pose simplement la question, et je me pose la question, est-ce que ça va influencer
leur décision. Allez-y, madame. Oui, l'ensemble des juges... Alors, pour recentrer le débat, le Conseil constitutionnel, c'est une anomalie parmi les démocraties libérales. Dans la plupart des autres démocraties libérales, les organes de contrôle de constitutionnalité sont... parlementaires sont liés, ont une légitimité démocratique qui est plus étayée. C'est-à-dire plus d'élus ? Soit plus d'élus, soit vous avez des représentants des partis politiques qui nomment une partie des juges, soit vous avez des confirmations au Parlement avec des majorités, comme aux États-Unis, par exemple, c'est la majorité simple au Sénat, ce que nous n'avons pas du tout en France, puisque nous avons une majorité négative des 3/5 en commission des lois, qui est une majorité impossible en réalité à atteindre. C'est-à-dire qu'en 2008, lorsqu'on a révisé la Constitution justement pour faire évoluer le Conseil constitutionnel, pour le rapprocher d'une juridiction de type, entre guillemets, standard, dans les démocraties libérales, on a ajouté ce contrôle parlementaire des nominations, mais de façon à ce qu'il ne s'exerce pas véritablement. Donc nous avons un Conseil qui est une anomalie parmi les démocraties et qui aujourd'hui va jouer un rôle politique. Anomalie parmi les démocraties et encore une fois avec des membres qui mesurent bien les conséquences politiques de leurs décisions. Alors est-ce que Jean-Pierre Mignard, vous pensez que ça peut faire changer écoutez, la décision Vu les circonstances, j'espère que les membres mesurent les conséquences de leurs décisions. Et disant cela, je sais bien que j'introduis un élément de subjectivité dans leur opinion, et j'allais dire heureusement, parce que sinon confions à ChatGPT le soin effectivement de veiller à la conformité. C'était ma blague, ça. Ah non, mais je l'avais dit auparavant, madame. Mais au Rassemblement national, ils veulent tout préempter d'abord avant les autres. C'est insensé. C'est insensé. Donc, je pense que c'est bien ça. Alors, simplement, c'est très compliqué, je le dis devant vous, madame, c'est que comment une subjectivité peut... Oui, on a le droit, quand on est un juge, d'avoir un sentiment, d'avoir une opinion qui vous pousse à plutôt faire ce choix qu'un autre. Là où on dérape, c'est quand on n'est plus capable de trouver une argumentation juridique solide, crédible et valide au choix subjectif qu'on a fait. C'est là où il y a le dérapage. C'est là où il y a le dérapage. Mais un juge n'est pas un robot. Pardon. Si je peux juste intervenir, justement, lorsque nous avons une institution qui fait de la politique, qui prend des décisions aux conséquences politiques si énormes et qui est attendue par l'opinion politique comme un salvateur en fait de crise politique, ce qui se passe aux États-Unis, en Inde, un petit peu partout dans le monde, il faut que la procédure de nomination soit en adéquation. C'est-à-dire, lorsque les auditions qui sont devant la commission des lois des candidats, aujourd'hui sont des auditions de non-politique. C'est-à-dire que les questions qui sont posées sont des questions de type examen de L1 de droit constitutionnel, alors que si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, on demande aux juges comment vous vous positionnez sur telle question, sur telle question, sur telle question. Un examen à passer pour être membre. Non, en France, c'est un examen de type technique. Oui, de type technique. On ne parle pas de politique. Alors qu'aux États-Unis, où on sait que la Cour est politique, on demande de se prononcer politiquement sur différents sujets. Ça veut dire que la Cour, elle est quand même politique. Vu le politique. Plus ceux qui désignent les membres, celles ou ceux qui désignent les membres. Évidemment. Alors, je rappelle que c'est l'Assemblée, le Sénat et le président. Oui, mais par exemple, la seule question de type politique qui est posée lors des nominations devant la commission des lois, c'est du type « Considérez-vous que nous puissions réviser la Constitution par la voie de l'article 11 ?» C'est la seule véritable question où il faut prendre position. Sinon... Alors nous allons regarder un peu quelles sont les décisions que pourrait prendre le Conseil constitutionnel. Validation totale de la loi, ou censure totale, ou censure partielle. Nous allons regarder cela tous les trois dans un instant, parce qu'il est déjà 11h19, ça passe vite le temps, c'est passionnant. C'est passionnant, c'est parfois un peu technique, mais on a besoin de comprendre. Il faut comprendre notre monde et le monde dans lequel nous vivons. Allez, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h22. Oui, je disais pendant la pub, imaginons Laurent Fabius, qui préside le Conseil constitutionnel, et tous les membres du Conseil qui vivent dans l'ombre, parce que rue Montpensier, on vit à l'ombre. On est caché, on est protégé par la police là aujourd'hui, mais enfin, on vit à l'ombre. Et tout à coup, les voilà en pleine lumière. Donc, ils pourraient tout à coup prendre des décisions inattendues. Auquel on ne s'attend pas. Je ne sais pas, moi. Une censure totale du texte, vous y croyez ou pas, une censure totale Eugénie Mériot, va falloir
Depuis 1958, il n'y a eu que 5 censures totales. Oui. Mais rien n'est à exclure. En 1971, qui n'était pas une censure totale, mais en 1971, on ne croyait pas non plus à ce qui allait se passer. C'est-à-dire cette grande révolution juridique. Donc, comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui peut être une grande révolution. 1979, le budget de Raymond Barre. Oui. Censuré. Ça, mais surtout, ce serait la seule qui vaudrait la peine, parce que si c'est pour faire la censure de l'index cavalier ou de l'index senior qui serait cavalier ou du CDI senior, c'est pas ça qui va changer la vie des Français une fois que cette loi serait promulguée. Alors donc nous allons il faut voir appeler après, nos voeux évidemment en fonction cette censure des totale. décisions, ce que devient la loi ou pas. Mais bon, vous dites, vous demandez censure totale, possible, mais. C'est la seule qui aurait un peu de sens. Jean-Pierre Mignard, la censure totale. Alors là, pour le coup, c'est même pas une révolution juridique, c'est aussi une révolution politique. C'est un véritable affranchissement du Conseil constitutionnel, des lois votées, même pas des lois, puisque précisément c'est pas voté. Non, c'est pas voté. Donc vous voyez, on est dans une situation où alors vraiment, c'est le Conseil constitutionnel qui va modifier l'équilibre des pouvoirs et s'instituer un pouvoir de supérieur qui est de dire voilà ce qui est bon pour le pays, voilà ce qui n'est pas bon pour le pays. C'est-à-dire que c'est le Conseil constitutionnel qui gouverne, quoi. D'une certaine manière, on peut dire que mais attendez, si nous sommes dans une situation de très grave crise, il faut bien à un moment donné que même une instance totalement constitutionnelle, comme le Conseil constitutionnel, qui prend à un moment donné l'initiative de dire je vais peut-être aller au-delà de ce qu'on me demande, au-delà de ce qui a été fait, qui n'est pas seulement une révolution juridique, mais peut-être une révolution politique, parce que membre du Conseil constitutionnel, je suis intéressé par la paix publique. Oui, mais là vous oubliez tous que le recours est peut-être pertinent. Enfin, je veux dire, peut-être que sur le fond du droit, les griefs que nous avons soulevés suffisent à censurer ce texte. Et c'est sur ce terrain-là quand même que nous espérons évidemment que ce texte tombe. Madame Alval, je suis d'accord avec vous, ce qui veut dire que dans ce cas-là, on prend les griefs tels qu'ils ont été exprimés, on leur donne une portée supérieure peut-être à ce qu'ils renferment pour dire on arrête tout. C'est ça que je veux dire. Ça irait aussi dans le sens de la paix sociale dont vous parlez tout à l'heure, puisque les Français n'en veulent pas. Non, mais bien sûr, je pense que dans ce cas-là, elle peut être un organe de la paix sociale. Mais enfin, alors là, Madame Mériot va être effondrée. Non, mais sur un fondement juridique valable. De quoi parle-t-on ? Mais on est face en tout cas à une juridicisation du politique, c'est-à-dire que la décision politique qui normalement appartient au Parlement est peu à peu en train d'être transférée vers une instance juridictionnelle. Et évidemment, ça soulève des questions sur la nature de la démocratie représentative telle qu'elle est en train d'évoluer avec ce nouveau transfert vers la juridiction. Le débat parlementaire a été abrégé, il a été contraint. En quelque sorte, la décision parlementaire. Nous n'avons jamais voté sur ce texte. Nous n'avons jamais voté sur ce texte. Alors, on va pas revenir sur les raisons pour lesquelles on n'a jamais voté. Factuellement, on n'a jamais eu l'occasion de voter sur ce texte. Alors, est-ce que d'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que ça a été pris comme un mépris par le peuple? Est-ce que contraindre le débat parlementaire revient à mépriser l'opinion? Évidemment. Ça, c'est une vraie question. Évidemment. Ou alors ça... Oui. Allez-y. Ou alors ça signifie qu'on considère que le Parlement n'a plus aucune espèce de représentativité, qu'il ne représente que lui-même, et que lorsque l'on froisse les droits du Parlement, le peuple s'en moque. On ne peut pas préjuger une chose pareille. Bon, vous connaissez les noms des... Moi, je ne peux pas citer les noms des 9 membres du Conseil. Vous pouvez, évidemment. Évidemment. Vous êtes... Et même le patrimoine familial de chacun. C'est normal. Moi, je connais Laurent Fabius, le président. Je connais Jacqueline Gouraud, parce qu'elle a été ministre, c'est un personnage quand même. Après, Alain Juppé, quand même. Alain Juppé, bien sûr. Mais après, qui y a dans ce conseil? Michel Pinault. Oui. Et puis. Donc vous voyez que les qualifications juridiques des membres du Conseil constitutionnel sont assez ténues, et c'est justement ça qui doit évoluer pour que le Conseil constitutionnel puisse véritablement évoluer dans le sens dans lequel il est en train d'évoluer, parce que lorsqu'il n'y a pas de qualification juridique ou très peu, en plus il y a très peu de moyens au Conseil, c'est une toute petite institution, les membres du Conseil constitutionnel n'ont pas d'assistants, n'ont que très peu de moyens ils ont énormément de travail et très peu de temps pour statuer. Et donc, ça les rend perméables à toutes les influences. Vous connaissez le principe des portes étroites. C'est-à-dire les portes étroites. Ce sont des contributions qui sont rédigées à l'attention des membres du Conseil constitutionnel, parfois même souvent... Par l'opposition ou la majorité? Souvent plutôt par des avocats de grandes entreprises pour
orienter les décisions du Conseil constitutionnel dans un sens ou dans l'autre. Alors ça ne veut pas dire évidemment que ce sont eux qui écrivent les décisions du Conseil constitutionnel, mais en tout cas, les influences, elles sont là, et elles sont d'autant plus efficaces que les membres du Conseil constitutionnel n'ont pas été nommés sur la base de leur qualification juridique. Efficace et contestable, madame. Efficace et faux. Vous allez jusqu'au bout ou vous arrêtez? Bon. Alors, Véronique Malbec, oui. François Senner, François Pilet, Jacques Mézard, oui, ancien ministre, Jacques Mézard, Corinne Luquiens, c'est ça? Bon, c'est bon, d'accord. Et Michel nommé Pinault, par Bartolone. Voilà, nommé par Claude Bartolone, ancien président de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ça. Bon, allez, 11h28. Moi, on a parlé de la censure totale. Et s'il y a validation totale? Ça me paraît difficile. Oui, parce que là, il faudra des renforts de gendarmerie. La peine de se la loi à ce moment-là, la loi est promulguée. Oui. D'ailleurs, jusqu'au 20 avril. Emmanuel Macron a jusqu'au 20 avril pour promulguer la loi. Et une loi qui entre en vigueur le 1er septembre. Oui. Ce serait d'une brutalité inouïe quand même. Les Français sont pas prêts, je pense, à cette brutalité. Ils ont été déjà maltraités dans ce débat parlementaire. Là, ce serait, à mon avis, très compliqué. Il y a une façon de s'en sortir, on en parlera sûrement. C'est même pas le référendum d'initiative populaire, c'est le référendum tout court. Vous le disiez tout à l'heure, la Cour suprême, c'est le peuple français. Il y a une façon de sortir démocratiquement de cette crise, c'est de demander aux Français, avec un référendum, voulez-vous ou pas de ce projet injuste et brutal des retraites qui vont vous faire travailler jusqu'à 64 ans. Je pense que Emmanuel Macron ne peut pas faire l'économie de ce retour au peuple. Ou avec une dissolution. Ça, c'est un débat plus politique. Moi, je reste sur le Conseil constitutionnel. Non pas que je ne veuille pas débattre, parce qu'on va parler du référendum d'initiative partagée, ce qui n'est pas tout à fait le même référendum. Pas tout à fait le même. Bien, parce que le cheminement est plus compliqué, mais en même temps, il a une légitimité démocratique dans la mesure où 4 800 000 Français s'expriment. Donc, il y a une légitimité démocratique. Bien, nous allons parler de tout cela, il est 11h30. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, le débat est passionnant, je vous le dis, autour de... Vous voyez, tout le monde discute, c'est ça le débat. Sur Sud Radio, Laure Lavalette, députée RN du Var, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale, Eugénie Mériot, qui est maîtresse de conférences en droit public à Paris 1, Panthéon, Sorbonne, et Jean-Pierre Mignard, avocat au barreau de Paris, docteur en droit. Alors, je parlais de censure totale tout à l'heure, validation totale, vous dites, oui, ça paraît absolument impossible. Et puis la censure partielle. Alors là, tout va dépendre de la censure. Je pense qu'on va se diriger peut-être vers une censure partielle. Enfin, je ne veux pas faire de pronostic, je déteste ça. Mais censure partielle, tout dépendra de la censure. Laure Lavalette. Oui, encore une fois, s'il censure l'index senior qui n'avait déjà aucun sens et dont on sait depuis le départ qu'il va être censuré, parce que lui, je vois pas comment le Conseil constitutionnel pourrait le garder. Index qui nous a pris un temps fou, 8 heures sur les 3 jours que nous avions en commission pour ne pas parler de l'article 7. Évidemment, s'il censure l'article 7, voilà, ce sera une bonne nouvelle pour les Français, mais je n'imagine pas que cette censure partielle soit le report de l'âge. Je pense que les Français comprendraient mal. Alors, Emmanuel Macron peut aussi demander un nouveau débat au Parlement. C'est possible. Pour modifier les dispositions censurées. Alors qu'il vient d'empêcher le débat là, ce serait fou. C'est possible. Oui, mais ce serait fou. C'est aussi une astuce, je ne sais pas moi. Bon, mais c'est remettre de l'huile sur le feu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Évidemment, on peut toujours utiliser soit la procédure de la saisine du Conseil constitutionnel, lorsqu'on est président de la République, la saisine du Conseil constitutionnel pour retoquer un élément du texte sans perdre la face, entre guillemets. C'est peut-être ce qu'avait fait M. François Hollande avec les 75%. Où il y a également la possibilité de demander une nouvelle promulgation de la loi, c'est l'article 10 de la Constitution, ce que Emmanuel Macron pourrait faire, mais il ne me semble pas qu'il ait envoyé de signaux en ce sens. En ce sens. Bon, et puis il y a le RIP, le référendum d'initiative partagée. Alors là, je rappelle le fonctionnement. Ce référendum demande de référendum déposé par plus de 250 parlementaires. Que se passe-t-il ensuite si le Conseil constitutionnel valide cette idée de référendum? 4 800 000 Français vont devoir signer en 9 mois, c'est cela. Signer la demande de référendum en 9 mois. Et ensuite, le Parlement a 6 mois pour examiner le texte. Ça tue la réforme des retraites, ça. Franchement. Ça la tue ou ça... Vu la longueur...
le cheminement de tout ça. Ça veut dire que, oui, elle est anémiée en tout cas. Bah, elle est anémiée. Ça veut dire qu'elle n'est pas appliquée avant 3 ans, quoi. Oui. Non. Sûr. En 2008, on a fait une révision constitutionnelle de grande ampleur pour donner un caractère plus participatif à notre démocratie. C'est d'ailleurs là où on a ajouté les auditions pour les membres du Conseil constitutionnel. Et de la même manière que la majorité des 3/5 négative n'a pas été pensée pour pouvoir être efficace, le RIP n'a pas été pensé pour pouvoir être une institution efficace. Moi, j'ai peur que ce RIP fasse un peu tomber la pression en pensant que nous arriverions à faire tomber ce texte, alors qu'en fait, comme vous le dites, c'est tellement long, c'est une usine à gaz. Vous dites-vous, c'est une chance pour le président de la République, le RIP. C'est faire traîner en longueur. Moi, je pense qu'il faut revenir au peuple maintenant. Non, mais il faut un référendum. Ça, c'est un choix typiquement politique de votre formation. D'abord, soit vous engagez, alors cette fois-ci pour le coup, un vrai bras de fer avec le président, vous avez quand même un peu ici ou là épargné jusqu'alors. Oui, c'est vrai que vous l'épargnez beaucoup. Et puis lui, il n'a pas été non plus très désagréable avec vous. Vous avez des vice-présidents, tout ça. Mais c'est normal d'ailleurs. Non, mais vous êtes un groupe existant. Non, mais vous êtes des groupes existants. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Non, ce que je crois, c'est que là, moi, ça ne me choque pas. L'inverse aurait été choquant. Non, c'est-à-dire que si, mettons-nous par exemple ce que dit Laurent Berger. Laurent Berger souhaite, et d'ailleurs Roussel dit la même chose, il souhaite que la mobilisation continue. Il dit aussi on ne va pas manifester tous les jours. Il a raison parce que les gens sont épuisés, puis c'est des jours n'ont plus d'argent, c'est pas possible. Pour manifester. Il demande quand même à ce qu'il y ait de grandes manifestations pour le 1er mai. Mais enfin, le 1er mai, c'est habituel. C'est pas Jéricho, on va pas tourner sans arrêt en espérant que les murailles de la loi vont tomber. Donc c'est vrai que ça mobilise les gens. Pourquoi ? Les gens d'abord qui se sont connus, qui se sont appréciés. La CFDT est ravie de manifester, ce qu'elle n'avait pas depuis longtemps. Les gens se sont retrouvés un peu partout. Donc les gens vont être dans les portes des magasins, ils vont être des choses avec signé, voulez-vous être signé. Donc il y a une issue. Ce que je veux dire avec le RIP, c'est qu'il y a une issue qui est donnée et une issue politique dont on peut penser une issue politique pour certains syndicats, une issue politique pour le président de la République, et une issue politique pour tout le monde. Et une issue politique pour tout le monde. Et il n'y aura plus de réforme des retraites. Et ben voilà. Et vous voulez que je vous dise, il y aura une nouvelle réforme des retraites qui sera présentée alors peut-être ailleurs, au calendrier sous d'autres formes et d'autres auspices. Mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire, il faut bien que les gens se disent, est-ce que no future ou pas ? Alors, si on leur dit oui, mais dans 9 mois, vous verrez, et puis le président sera bien tenu, il ne peut pas s'opposer. Vous avez raison, s'opposer au RIP pour le président de la République, c'est impossible. Oublions, je ne sais même plus où on est. Alors donc, ça aura lieu, c'est une issue. Mais ça arrange finalement tout le monde, quand on est dans une issue, quand on ne peut pas tuer ses adversaires, pardonnez-moi, nous n'en sommes pas là, heureusement, il faut bien à un moment donné se mettre d'accord avec eux pour dire... Voilà, et ils sont mis d'accord. Et le Conseil constitutionnel, qui est le Conseil des sages, pourrait jouer ce rôle. Bien sûr, il peut trouver que c'est la bonne rôle issue. de médiateur, en quelque sorte. Et parce que le Conseil, qui est peut-être plus libéral sur ce point que Mme Mériot, qui est savante, mais comme tous les savants, qui est rigide sur les thèses, c'est vrai que le Conseil peut dire oui, en effet, on va faire vivre ce qui est un instrument constitutionnel. Vous êtes d'accord, Mme Mériot ? Ce serait terrible qu'on ait un instrument constitutionnel qui vaille ce qu'il est. Je suis d'accord, Mme Lavalette. Il est complexe, mais faisons-le. Donnons au peuple un moyen supplémentaire de s'exprimer. Mais pourquoi pas faire alors à ce moment-là un référendum tout de suite ? Mais justement. Mais si on ne s'éloigne pas de l'esprit de la Constitution, de Michel Debré et du général de Gaulle, vous l'avez dit tout à l'heure, la Cour suprême c'est le peuple, mais revenons au peuple tout de suite. Pourquoi organiser un référendum sur la réforme des retraites ? Pourquoi ne pas organiser un référendum sur l'engagement de la France en Ukraine ? Pourquoi ne pas écouter le peuple, en fait ? Pourquoi ne pas organiser... Oui, mais vous allez organiser un référendum tous les 15 jours. Enfin, pas tous les 15 jours, mais ça pourrait aussi... Pourquoi pas gouverner par référendum ? Je veux dire, la Suisse s'en sort très bien. Alors, on a des fonctionnements très différents. Ce sont des référendums locaux. Moi, je pense qu'il faut demander au peuple sur des... Et la Suisse est une fédération. C'est majeur ce qui arrive. Laure Lavalette, vous souhaitez une fédération ? Non, mais je souhaite qu'on consulte le peuple plus souvent. Vous ne pouvez jamais comparer la France à la Suisse. Je pense qu'on peut faire ce retour au peuple. Laissez, alors pour une fois... puisque vous aimez beaucoup le peuple, ça parlait beaucoup du peuple. Mais vous aussi, j'imagine bien que je n'ai pas le monopole de l'amour du peuple autour de ce plateau. Laissons donc le peuple prendre le soin de se poser la question à lui-même. Ce ne serait pas un progrès, ça ? Demandez au peuple, descendons dans la rue et demandons au peuple, est-ce que vous voulez voter dans 3 semaines pour ou contre la réforme des retraites ou dans 9 mois ? Mais non, il ne s'en fiche pas. Pendant ce temps-là, allez dans la rue, posez n'importe quelle question au peuple, il va vous répondre. Est-ce que vous voulez le retour de la peine de mort ou pas ? Est-ce que vous voulez... C'est un peu méprisant. Mais c'est pas... Là, vous le prenez.
Je vous parle pas. C'est pas méprisant. Je vous dis que le peuple, à ce moment-là, a envie de s'exprimer sur tout. Vous le savez bien. Vous le savez bien. C'est normal d'ailleurs. Alors, on lui met. Il a un cahier. Le RIP, c'est un cahier des charges contraignant. Le RIP. Oui. Donc, il faut que ce soit le peuple et ses députés. Et ces parlementaires qui le souhaitent s'emparent de cette question, en fait une grande question politique, en fait une question démocratique, parce qu'il va falloir aller à la porte des supermarchés, sonner chez les gens pour obtenir les signatures. Les 4,5 millions, on les aura, et c'est le peuple, et non pas un merci à M. Macron, c'est le peuple qui décidera. M. Macron lui dit rarement merci, et quand même... Ça sera un échec. Ça sera aussi... Vous serez contente, Laure Lavalette, ce sera aussi un échec pour Emmanuel Macron. Mais on n'a pas le temps. Il y a quand même une urgence sociale dont vous avez l'impression d'oublier. On n'a pas le temps. Mais l'urgence, c'est pas une question de temps. Parce que les Français ont besoin tout de suite d'avoir des réforme. Non, justement pas. De ne pas avoir cette réforme. Si vous avez le RIP, il n'y aura pas de réforme. Les Français ont besoin de vie démocratique. Laissez donc aux Français la possibilité de s'épanouir dans une vie démocratique. Je rêve de référendum dans 3 semaines pour ou contre la réforme des retraites. Mais il ne voudra jamais. Eugénie, parce qu'il a peur du peuple. Parce qu'Emmanuel Macron a peur du peuple. Mais on le voit très bien même dans ses déplacements. Le fait que le Conseil constitutionnel soit appelé à jouer ce rôle, c'est important. Ça doit également soulever des questions sur notre 5e République. Est-ce que justement, ce n'est pas un des symptômes du problème de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire le fait que le Parlement soit... Le parlementarisme rationalisé, c'est un euphémisme pour dire que nous sommes dans un système de type parlementaire, mais dans lequel le Parlement est contrôlé par l'exécutif. Alors, je voudrais ajouter, ça c'est une réflexion personnelle, mais je voudrais ajouter qu'en 2019, il y avait une réforme des retraites qui a été balayée par le Covid, qui était peut-être meilleure d'ailleurs qu'au passage, je dis ça comme ça, meilleure que la réforme paramétrique qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Donc bon, elle a disparu. Cette réforme-là, paramétrique, pourrait aussi disparaître. Hein. Et si le RIP est validé, elle va disparaître. Je prends les paris, tous les paris du monde ce matin. Vous verrez. Sauf que rien ne permet de dire que la loi est suspendue le temps du RIP. Ça, c'est peut-être que vous êtes allé vite, M. Bourdin, parce que elle sera promulguée. Elle sera promulguée, M. Bourdin. Elle ne sera pas appliquée. Mais si. Mais si, rien ne permet de dire l'inverse. Je ne vois pas qu'est-ce qui empêche. Dès lors que l'organisation du référendum. Mais oui, c'est en ça que c'est de l'enfumage, M. Bourdin. Non, Madame Lavalette, vous êtes toujours excessive comme votre mouvement. Vous êtes sympathique, mais excessif. Je vous remercie. Je suis excessivement sympathique, même. Vous êtes qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, vous profitez de tout avantage. Ce qui n'est pas dû. On voit que vous êtes avocat, Jean-Pierre Vignard. Je ne vais pas changer, c'est trop tard. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que le président. Alors, dans ce cas-là, ça va être une épreuve pour le président, parce que est-ce qu'il décide de... Alors, mais il ne le fera pas. Il est obligé. Mais il ne le fera jamais s'il y a référendum. Mais il ira contre le Conseil constitutionnel. Mais non, il ne le fera jamais. Enfin, il ne peut pas le faire. Laure Lavalette, il peut suspendre. Je peux vous dire que je prends les paris ici avec vous. La loi, s'il y a validation du RIP, terminer la loi sur la réforme des retraites. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Je vous rappelle quand même... On est face à une situation inédite, donc toutes les interprétations sont possibles. Je vous rappelle quand même qu'il n'y avait... Vous êtes presque politique. Oui, mais elle serait futur membre de la future juridiction. Il y avait... De la future juridiction. Aucune urgence. Moi, je suis moins, j'allais dire, tranché que vous sur la question, parce que je pense qu'Emmanuel Macron obéit à un diktat européen qui lui a demandé de faire passer cette réforme des retraites avant l'été 2023 en échange de l'argent du plan de relance. Donc je pense qu'il a quand même un calendrier. Je vous assure, mais non, je vous assure que non, ça n'est pas faux. Il n'y avait aucune urgence à promulguer. Ça n'a jamais été un conseil effectivement de l'Europe, mais ça n'a jamais été une obligation. Jamais. Et puis, je vous laisse avec votre naïveté. Mais c'est pas une naïveté. Moi, je regarde les textes. Ça n'a jamais été une obligation. Si cela se faisait, c'est que l'Europe endosserait à son tour l'impopularité d'Emmanuel Macron. Ils ne voudront peut-être pas. Hein. Écoutez, je sais pas. En tout cas, Emmanuel Macron, quand même, se déplace avec l'Europe. Vous voyez, même maintenant, il défend Ursula von der Leyen n'avait aucune raison d'être au dernier. Il défend une souveraineté européenne en matière de politique étrangère. Il a déjà du mal avec la sienne en matière de politique étrangère. Il a raison ou il a tort. C'est l'objet d'un autre débat. Ça,
on va pas débattre sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron. On va parler de politique étrangère avec Nicolas Bavrez tout à l'heure, après vous, à midi, qui publie « Démocratie contre empire autoritaire, la liberté est un combat ». Mais ce qui m'intéresse dans les dernières 10 minutes qui nous restent, c'est de réfléchir aux modifications qu'on pourrait apporter sur le Conseil constitutionnel, son fonctionnement, la désignation de ses membres. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h49. Alors comment peut-on améliorer, s'il le faut, le fonctionnement du Conseil constitutionnel? Eugénie Mériot, à vous la parole. Un certain nombre de propositions sont sur la table. Déjà, on pourrait commencer par un mode de nomination différent, où au moins des qualifications juridiques seraient requises, ce qui permettrait d'avoir une juridiction qui statue en droit avec des décisions qui soient davantage motivées. Et c'est aussi une exigence démocratique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu les décisions du Conseil constitutionnel. C'est extrêmement laconique. C'est très court, alors que vous comparez une décision de la Cour suprême des États. En même temps, c'est à l'image de ce que fait le Conseil d'État. D'ailleurs, il y a une très grande proximité entre le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. On va pas rentrer dans la différence entre Conseil constitutionnel et Conseil d'État. C'est une autre émission, on en a pour 3 heures. Là. Toujours est-il qu'il y a une exigence démocratique de comprendre les raisons qui ont amené. D'accord. Mais est-ce que pour vous, il faudrait changer? Oui, il faudrait. Qu'est-ce que vous aimeriez? Vous êtes spécialiste de la question. Voilà, des nominations. Maîtresse de conférence en droit public. Absolument. Alors. Il faudrait des nominations qui soient soit moins politiques, soit en tout cas avec des qualifications juridiques. Et 9 surtout, membres toujours. Et on pourrait augmenter le nombre de membres pour améliorer le travail, avoir davantage de staff au Conseil constitutionnel, davantage de moyens pour les conseillers, pour qu'ils deviennent véritablement des juges, c'est-à-dire avoir des law clerks ou des assistants juristes qui travaillent sur les décisions également. Sur les textes. Voilà, qui connaissent le contentieux constitutionnel et qui sont spécialistes de diverses questions aussi, que ce soit du droit social, du droit, droit des sociétés, etc. Parce que ce que le Conseil constitutionnel est amené à juger est extrêmement large et extrêmement complexe. Ça, c'est une chose. Ensuite, pour une exigence démocratique, comme je l'ai dit, il faut que les décisions soient mieux rédigées, c'est-à-dire plus clairement, et on pourrait envisager aussi d'avoir ce qu'on appelle des opinions séparées, c'est-à-dire que les juges, aujourd'hui, au Conseil constitutionnel, signent de façon collective. Donc on ne sait pas qui a... La décision est collective, et on ne sait pas qui a voté pour, contre. C'est la boîte noire. Alors que dans d'autres juridictions, les juges rédigent leurs opinions séparées, et nous avons un vote... Et rendre public les votes. Rendre public les votes et les séances de travail. Sauf que, évidemment, ça porte un risque. Ça porte un risque de délégitimation et de politisation de l'institution. Ce que vous dites est totalement juste. Mais la Cour européenne des droits de l'homme s'en sort bien avec les opinions dissidentes. C'est d'ailleurs extrêmement utile. Et donc on est déjà dans un système juridiciel où ça se fait. Pourquoi le Conseil ne le ferait-il pas? Tout ce que vous dites est vrai, mais je pense que vous insistez beaucoup, et tant mieux, sur la technicité, le professionnalisme, etc. Parlons maintenant sur le plan politique de légitimité. Il en aura bien besoin, le Conseil, après ce qui se passe là. Quelle que soit la décision qu'il aura besoin, c'est peut-être lui qu'il faut renforcer avant qu'on rentre dans le cafouillage de l'Assemblée nationale. C'est d'abord peut-être qu'il y ait une validation parlementaire qui soit plus importante. On peut exiger sur ce point, ou alors on élit des députés qui sont pris de folie, on ne sait pas, 4/5 pour valider des propositions qui peuvent venir des présidents des chambres, présidentes, et du président de la République. Mais il faut une validation. Si on a une validation parlementaire plus importante, d'abord, ça rehausse le pouvoir du Parlement, c'est plus juste, et on ne fait pas ne pas quoi. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de validation du Non, il n'y a pas suffisamment, pas significative. La preuve, il y a majorité négative des 3/5. Je ne veux pas être offensant, mais il y a des gens, on se demande ce qu'ils y font. Bon, enfin bref, je ne vais pas donner des noms. Et la deuxième chose, c'est peut-être d'aller jusqu'au bout du caractère juridictionnel du Conseil. C'est-à-dire que c'est une juridiction. Et d'ailleurs, ça l'est, les avocats plaident massivement devant le Conseil. Ils plaident avec les questions prioritaires de constitutionnalité. Les avocats, qui sont des sentinelles du droit, sont toujours en train d'avancer des moyens contre la loi pour ici, etc. Et donc, le Conseil travaille sur la loi et donne une intelligence de la loi avec les avocats. Mais comme une juridiction peut le faire. Donc, ensuite, dernièrement, beaucoup plus de conseillers référendaires, beaucoup plus de moyens. C'est ce que disait d'ailleurs le président Luchaire. Il dit, on
travail dans des conditions qui sont très mauvaises, que vous disiez. Alors, Lavalette? Moi, c'est pas vraiment à moi de répondre. Moi, je suis parlementaire. Le regret que j'ai, c'est que je pense que si Elisabeth Borne et le gouvernement n'avaient pas à ce point-là méprisé la représentation parlementaire, qui quand même c'est ce qu'on fait de mieux pour l'instant pour représenter le peuple, nous n'en serions pas à se poser des questions comme ça. Si nous avions eu le temps de débattre, si nous avions eu un cadre qui était différent, si le gouvernement avait entendu le peuple, nous n'en serions pas là. Nous n'en serions pas à nous demander comment quelle est la faille constitutionnelle. On remet le texte devant les députés et sénateurs. Non, mais ce qu'il faut dire aux Français finalement. C'est ce qui va se passer avec le RIP. C'est ce qui va se passer avec le RIP. C'est ce qui va se passer avec le RIP. Exactement. C'est pour ça que je dis ça. Et puis je pense que ça peut faire prendre conscience aussi aux Français que finalement le bulletin de vote, le bulletin que vous mettez dans l'urne, mine de rien, c'est la première des démocraties. Et c'est ça qui engage les choix politiques qui vont être faits. Donc à tous ceux qui râlent, il faut évidemment dire que le bulletin de vote, vous, députés. Mais bien sûr. Vous êtes élus par le peuple. Je pense que quand nous serons, si nous le sommes, à la manœuvre, nous respecterons, nous entendrons ce peuple et nous ne ferons jamais rien contre le peuple. Et c'est vraiment ce qu'on peut déclarer. Attention, je retiens cette déclaration. Mais bien sûr, et Marine Le Pen le dit tout le temps. Parce que vous ne serez jamais contesté par le peuple. Nous ne ferons rien qui aille. Mais à ce point-là, Jean-Jacques Bourdin, 94% des actifs ne veulent pas de la retraite, 70% des Français n'en veulent pas. 62%. Et il y avait une majorité de rejet. 62% notre dernier sondage. Et il y avait une majorité de rejet à l'Assemblée nationale. Quand vous avez, c'est le peuple entier. D'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir accepté le vote de l'Assemblée. Mais il aurait perdu. Mais il aurait perdu, mais ça aurait été une façon d'en sortir. Dans la vie, on gagne, on perd. Non, mais lui ne veut jamais perdre. Oui. Un élu, quel qu'il soit. Tout, alors là, regardez Jean-Luc Mélenchon. D'abord, il n'a jamais perdu, Jean-Luc Mélenchon, lui. Il a toujours gagné moralement. Il a toujours gagné moralement. Il est très mauvais joueur quand il perd au dé la motion référendaire. Non, mais quand il a perdu, il se représente, Mélenchon. Il est quand même sur ce point correct. Point peut-être anecdotique, mais les anciens présidents siègent de droit au Conseil, même s'ils ne participent pas pour la plupart aux décisions. Mais ils ne sont pas là. Il serait temps de mettre fin à cette pratique également. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Emmanuel Macron a dit qu'il ne siégerait pas, sauf que Nicolas Sarkozy ne siège pas et François Hollande ne siège pas. Ben oui. Moi, j'ai peur qu'il faille attendre 2027 et l'arrivée de Marine pour qu'on détricote, je pense qu'on peut avoir le RIP avant. Sur ce point, donc c'est dommage. Pourquoi la NUPES a déposé un deuxième avec effectivement la question fiscale? Mais bon, si, c'est parce qu'ils veulent une question qui soit plus complète, avec notamment la question financière et de ressources. Mais vous savez pourquoi il y a une deuxième? Parce que ça vient des sénateurs. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une rivalité à l'intérieur de la NUPES. Possible. Vous croyez, Jean-Jacques, vous croyez qu'il y a une rivalité à l'intérieur de la NUPES? Non, mais je dis ça. Vous allez partir pendant une heure. Je suis très étonné. Merci à tous les trois, c'était passionnant parce que ça nous permet de réfléchir. Je sais, ce sont des débats qui sont peut-être parfois un peu ardus, mais qui sont nécessaires. On a besoin de débattre de ces questions-là pour bien comprendre le fonctionnement de notre démocratie. Justement, démocratie contre empire autoritaire, c'est le titre du livre de Nicolas Bavrez qui est mon prochain invité. Merci à tous les trois d'être venus nous voir. Merci Jean-Jacques. 56. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle, Nicolas Bavrez, que vous êtes historien, que vous êtes journaliste, avocat, essayiste, que vous travaillez pour Le Point, entre autres Le Figaro, que vous avez écrit de nombreux essais. Et le dernier en date a pour titre « Démocratie contre empire autoritaire, la liberté est un combat » aux éditions de l'Observatoire. En ouvrant votre livre, j'ai pris plaisir à regarder ailleurs, au-delà de nos frontières. Est-ce que vous ne trouvez pas, Nicolas Bavrez, que notre pays s'enferme sur lui-même? Alors ça n'est pas le seul, mais c'est vrai que pour la France aujourd'hui, ça présente une forme de pathologie. Je crois qu'à la fois c'est un pays qui est effectivement malheureusement en déclin depuis 4 décennies. Il y a cette avalanche de chocs, et puis il y a des citoyens qui ont l'impression que finalement il n'y a plus vraiment d'issue. Et du coup, c'est vrai que le débat politique se concentre beaucoup sur des aspects de politique intérieure, sur la réforme des retraites, par exemple, qu'il faut faire, mais qui en réalité n'est qu'une demi-réforme. Et c'est vrai qu'on oublie souvent que le monde ne nous attend pas et que le monde est en train de bouger très vite. D'une certaine manière, on en a eu la démonstration avec ce qui est quand même, j'allais dire, une fin de non-recevoir
se voir assez brutal opposé par Xi Jinping à Emmanuel Macron. Et on a bien vu à cette occasion que finalement, la France pèse aussi de moins en moins dans ce monde. Oui, et d'ailleurs, peut-être qu'Emmanuel Macron a la lucidité de le comprendre en défendant une forme de souveraineté européenne, en pensant que seule l'Europe est au niveau aujourd'hui des enjeux mondiaux et au niveau de ce désordre mondial qui règne aujourd'hui, qui règne et qui s'amplifie, qui s'accélère, désordre mondial. Le 24 février 2022, c'est un basculement, un basculement. Ce qui se passe avec la Chine et Taïwan, c'est un basculement possible. Ce qui se passe ailleurs dans le monde avec des conflits en cours, ou des conflits larvés, ou des conflits attendus, je pense au Maroc, l'Algérie, je pense à l'embrasement peut-être de l'Afrique du Nord, il y a là un dérèglement mondial qui dépasse mais largement nos frontières. Bien sûr, je crois que cette année 2022, elle va rester une année, elle restera une année historique, c'est vraiment une année de basculement du monde, même si la plupart des grandes forces étaient déjà présentes. Mais c'est vraiment l'ouverture de la grande confrontation entre les empires autoritaires et les démocraties. Et on attendait à ce que ça s'ouvre, cette confrontation en Asie et à Taïwan. Et ça s'est ouvert sur le continent européen, avec une guerre de haute intensité d'une violence rare en Ukraine, mais aussi, on l'oublie toujours, une guerre hybride qui est menée contre l'Europe, avec le gaz, avec l'alimentation, avec l'inflation, avec la manipulation des flux de migrants, avec la désinformation, avec les cyberattaques, avec le financement d'un certain nombre de partis extrémistes. Ces régimes autoritaires, je pense à la Russie, je pense à la Chine et à d'autres, ces régimes autoritaires ne profitent-ils pas des faiblesses des démocraties, de nos démocraties occidentales? Bien sûr, c'est le point. Même si notre monde est très différent, mais c'est le point de comparaison avec les années 30. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les démocraties, elles sont bien prises en étau entre les menaces extérieures, les empires autoritaires. Mais il ne faut pas oublier, pour l'Europe, le djihadisme, qui est aussi bien présent, même si on a tendance à l'oublier, mais alors que le djihad progresse notamment énormément en Afrique. Et puis, il y a la crise des démocraties, qui est devenue une crise, là aussi, ouverte depuis 2008. Je parlais des faiblesses des démocraties en pensant à l'Allemagne, qui s'est retrouvée dépendante du gaz russe, par exemple. Oui, mais au-delà de l'Allemagne, c'est toute l'Europe qui est dépendante. Toute l'Europe est dépendante. On était dépendant du gaz russe, on a indexé le marché de l'électricité sur le gaz russe, qui était absurde, mais on dépend aussi de la Chine pour les biens essentiels, on dépend des États-Unis pour la technologie, pour une partie de l'alimentation, et puis maintenant, on dépend aussi des États-Unis pour le gaz. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une urgence à construire une Europe plus forte, plus puissante, à la fois sur le terrain économique et militaire? Absolument, c'est-à-dire que ce thème de la souveraineté européenne, je pense qu'il est important. Ça ne veut pas du tout dire que nos nations ne sont plus souveraines, mais que l'Europe est un bon niveau de réponse dans un monde qui est en train de se fragmenter en bloc. Et donc finalement, on a le choix, soit entre devenir un protectorat des États-Unis, soit essayer de construire une Europe puissance. C'est compliqué parce que l'Europe, elle a été fondée sur le droit et le marché. Les souverainistes disent, à raison ou à tort, je ne vais pas porter de jugement, mais je vous pose la question, disent que seule la France peut s'en sortir à l'intérieur de ses frontières. C'est impossible aujourd'hui parce que le monde n'est plus mondialisé comme il était à une époque sur le terrain économique et même sur le terrain géopolitique. Il n'est plus mondialisé comme à une époque. Aujourd'hui, il est beaucoup plus fragmenté. Le monde est effectivement fragmenté, la mondialisation ça a éclaté, mais je crois qu'il y a une erreur qui est d'opposer systématiquement souveraineté nationale et souveraineté européenne. Prenons un exemple, par exemple sur ce qui s'est passé en Chine avec le duo Emmanuel Macron et Madame von der Leyen. Et à mon avis, ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas été joué comme ça l'aurait été. Mais n'aurait pas dû Emmanuel Macron l'emmener dans son avion. Surtout ça a été, je pense que la répartition des rôles n'était pas la bonne. Pourquoi? Parce que, par exemple, Emmanuel Macron est légitime pour parler de nucléaire avec Xi Jinping. La France est une puissance nucléaire. La Russie est en train d'exporter des armes nucléaires vers la Biélorussie. C'est une forme de prolifération. Que ce soit pour la France ou pour la Chine, c'est une décision qui
pose des problèmes. Et là, le dialogue, pour le coup, le dialogue est entre puissances nucléaires. À l'inverse, quand on parle d'économie, c'est vrai que aujourd'hui, la France, elle est complètement dépendante de la Chine. Nous n'avons pas de vrai levier. En fait, nos importations sont passées de 30 à 54 milliards. Donc, en réalité, on dépend de la Chine. On n'a pas de levier. En revanche, l'Union européenne, elle a un levier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en Chine, comme Xi Jinping a cassé la croissance intérieure, il a cassé le marché domestique entre le krach immobilier, les problèmes de dette et la défiance intérieure maintenant à la suite de l'épidémie de Covid. En réalité, si Xi Jinping veut relancer la croissance de la Chine, il ne peut le faire qu'à travers les exportations. Et États-Unis plus Europe, c'est 750 milliards d'excédents pour la Chine. Et là, l'Union européenne, en tant qu'union, avec un grand marché de 450 millions de consommateurs solvables et avec un fort pouvoir d'achat, là, on a vraiment... Là, c'est une grosse puissance. Là, on a un levier. Un gros levier. Malheureusement, nos démocraties, notamment les démocraties européennes, sont minées par des dérives internes. Vous le dites dans votre livre, des passions collectives, du complotisme, des désengagements, un individualisme radical, une incapacité à conduire des compromis, une accélération des inégalités, une dissolution du sens de l'intérêt général, c'est ce que vous écrivez. Oui, on le voit. Alors là, on le voit aux États-Unis qui sont en quasi-guerre civile. On le voit dans beaucoup de nos pays. Et si vous voulez, c'est pour ça que, parce qu'il y a cette tenaille, il faut qu'on arrive à se battre sur les deux fronts. D'un côté, il faut mettre en place une stratégie pour endiguer ces empires autoritaires, mais il faut aussi arriver à traiter la crise intérieure, parce que les empires autoritaires eux-mêmes jouent évidemment sur nos faiblesses. Absolument. Donc, ils utilisent les divisions entre les démocraties et ils utilisent aussi le fait que cette communauté des citoyens éclate et qu'au sein même des démocraties, on a de plus en plus de violence, de moins en moins de paix civile et de moins en moins de capacité à conduire des stratégies long terme. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu avec la liberté américaine, une liberté américaine contestable, compte tenu des interventions américaines un peu partout dans le monde, pas toujours, mais souvent très malheureuses et très dommageables. Et il faudrait que nous construisions notre liberté européenne. Vous dites que la liberté est un combat. Bien sûr, hein. Il faut réarmer l'Europe, mais pas seulement militairement, économiquement, politiquement, intellectuellement, moralement. Ce qui s'est passé, pour l'Europe, c'est un traumatisme épouvantable, mais c'est aussi un traumatisme moral. C'est-à-dire que l'Europe s'est reconstruite autour du droit et du marché qui ont fait la réconciliation franco-allemande. Là où on s'est complètement trompé, c'est que on a cru que avec cette espèce de politique mercantiliste, avec la complaisance pour les autocrates, avec le fait que on corrompait des oligarques autour d'eux, que avec ça, on allait acheter la paix vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Et ça ne marche pas. Donc, et si vous voulez, c'était même pas une liberté américaine. C'est plus grave que ça, c'est-à-dire que on a vraiment cru que la paix était perpétuelle. Donc on a désarmé, qu'on était perpétuellement protégé. Mais y compris effectivement, d'une certaine manière, le président de la République l'avait dit, c'est-à-dire que même l'OTAN continuait à fonctionner, mais un peu comme un fantôme. Donc là où on a quand même, et c'est peut-être le signal d'espoir de cette année 2022, qui est une année sanglante et tragique, mais c'est qu'on a quand même aussi deux événements importants. D'abord, on voit que les régimes autoritaires ne sont pas infaillibles. La Russie s'est mise en très très grande difficulté, s'est enfermée dans une impasse terrible. La Chine a des problèmes démographiques, économiques. En Iran, c'est la révolte de la société des femmes contre le régime. La Turquie d'Erdogan, après le séisme, on voit que l'État AKP, c'est quand même un système de corruption, d'inefficacité généralisée. Puis de l'autre côté, il y a quand même eu un sursaut dans les démocraties. Et finalement, je reprends votre idée de liberté, on a vraiment considéré la liberté comme une rente.
et on est en train de redécouvrir que c'est un combat. Pourquoi un peu persuadé, on est un peu prétentieux peut-être, persuadé de notre supériorité, persuadé de notre supériorité technologique, de notre supériorité militaire, de notre supériorité intellectuelle aussi. Oui, il y a eu cette espèce de moment de démesure après l'effondrement de l'Union soviétique. On a cru qu'on avait gagné cette guerre. En revanche, c'est la chute du mur de Berlin. On n'a pas su vivre après la chute du mur de Berlin. C'est les soviétiques qui l'ont perdu. La décomposition, elle a été une décomposition intérieure de l'Empire soviétique, qui était d'ailleurs, mais pour le coup, la poursuite d'une politique très intelligente qui avait été conçue par Kennan en 1946, une politique où à la fois on endiguait, on refusait l'escalade militaire, on entretenait le dialogue avec la société civile en espérant que finalement ça se retourne, ce qui s'est fait. Mais ensuite, ces démocraties n'ayant plus d'ennemis ont complètement perdu la tête. Donc on a perdu l'ordre mondial à partir de 2001. On a perdu le contrôle du capitalisme en 2008, on a perdu le contrôle de la santé publique avec la pandémie de Covid, et puis tout d'un coup, on a réalisé qu'on avait de nouveau de vrais ennemis, avec des gens qui nous désignent comme ennemis, qui désignent l'Occident et la démocratie comme des réalités politiques qu'ils souhaitent abattre, et qui proposent des modèles alternatifs. Parce que ce qu'il faut voir, c'est la différence aussi, c'est que là, le Sud est maintenant très très important. Quand on regarde les pays qui se sont abstenus à l'ONU, ou qui ont refusé donc de condamner la Russie, certes, ça fait une quarantaine de pays, mais ils représentent le tiers du PIB mondial et ils représentent 52% de la population mondiale. C'est vrai. C'est vrai. Donc un nouvel ordre mondial qui est en train de se construire à nos dépens. Un ordre qui est fragmenté, qui est violent. Et vous l'avez rappelé, avec quand même une libération de la violence qui est très inquiétante, parce que c'est vrai qu'on a évidemment l'Ukraine, évidemment les tensions sur Taïwan, mais tout le Caucase est quand même au Moyen-Orient. Peut-être est-ce que la réconciliation Arabie Saoudite-Iran, c'est très révélateur que ce soit parrainé par la Chine. Donc peut-être que la guerre du Yémen va réussir à s'apaiser, mais en Afrique, on a aussi des zones de guerre. Donc cette conflictualité, on voit qu'elle est en train on n'a pas, d'exploser un peu partout. Nicolas Bavrez évoquait un paramètre important, c'est la future élection présidentielle américaine. Imaginons le retour de Trump au pouvoir, il y aura de nouveau un retour de l'isolationnisme américain qui va nous donner encore plus de responsabilités. C'est l'autre grande raison pour laquelle il faut construire une Europe puissance. C'est que ce pari de s'en remettre aux États-Unis, l'Amérique n'est plus celle de 1945. Elle est à la fois fragile elle-même, et on l'a vu avec Trump, elle peut, puisque Trump a été à deux doigts, j'allais dire, de retirer les États-Unis de l'OTAN. Et il n'y aura certainement pas, si ça n'est pas Trump, si c'est un républicain trumpiste, il n'y aura certainement pas le même soutien à l'Europe ou à l'Ukraine. Et puis par ailleurs, on sait que la priorité stratégique des États-Unis, c'est la Chine. Et donc, d'une certaine manière, l'Ukraine est aussi... S'il y a un engagement aussi ferme des États-Unis en Ukraine, c'est que c'est aussi un moyen de passer des messages à la Chine. Donc vous dites, si j'ai bien compris, il faut se mobiliser, quoi. Il faut absolument se mobiliser. Il faut que nous retrouvions finalement les choses de bon sens, c'est-à-dire l'idée que la liberté, elle n'est jamais donnée, elle n'est jamais acquise, elle est construite à l'intérieur, parce que on ne naît pas citoyen d'une démocratie, on le devient par l'éducation, par la responsabilité. Et puis à l'extérieur, les démocraties n'ont rien d'immortel. L'histoire est jonchée de démocraties qui ont disparu, soit par la démagogie à l'intérieur, soit par les menaces extérieures. Donc il faut effectivement se réarmer pas seulement militairement, mais intellectuellement et moralement. Merci Nicolas Bavrez. Démocratie contre empire autoritaire, la liberté est un combat, aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu nous voir sur Sud Radio ce matin. C'était passionnant. 12h26, André Berkoff.